Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. On connaît la gamme de produits de la marque Mini Cooper, hein? Ça attire l'œil, bien sûr, toutes sortes de modèles et un nouveau modèle exclusivement électrique qu'on appelle maintenant Mini Aceman. Salut Antoine! Salut! Alors, parle-nous un peu de cette nouveauté chez Mini Cooper. Ben, on entendait parler depuis plusieurs mois de ce produit-là et c'est intéressant de regarder le cheminement que fait Mini. Moi, ça m'a toujours fasciné parce que si on recule il y a à peu près 20 ans, on était dans une époque où le rétro était super à la mode. On se souvient de la Beetle, on se souvient de la Thunderbird, des PT Cruiser, ce genre de produits-là. Tous ces produits-là sont disparus du marché parce que ça a été éphémère en termes de mode. À une exception près, c'était la Mini qui avait été lancée en 2002. Et on a su la faire perdurer. On a su lui faire passer l'épreuve du temps. Et son design rétro est devenu un truc moderne, si bien qu'on n'a plus nécessairement cette obligation d'avoir une référence à la Mini de l'époque. Et ce qu'on a réussi à créer chez Mini, c'est de créer sa propre sous-segmentation dans un créneau qui n'existe pas. Aujourd'hui, tu regardes des constructeurs comme Toyota, comme General Motors. On lance une multitude de VUS. Quel véhicule on pourrait créer qui se situerait entre tel modèle et tel modèle? On vient de lancer le Crown Signa chez Toyota, qui va se glisser entre le Highlander et le RAV4. Bon, alors c'est ce genre de truc-là. Mais chez Mini, on n'a pas de compétition. C'est pas compliqué. On crée un segment. On n'a pas d'équivalent chez la compétition. Et quand on a essayé de le faire, ça n'a pas toujours fonctionné. Donc, on revient aux sources. Et ce qu'on fait avec la Aceman, c'est de lancer, moi je peux pas qualifier ça d'un VUS évidemment, là, moi j'appelle ça une voiture. On avait abandonné tout récemment la Clubman, qui était une version familiale de la Cooper. Alors ça, c'est peut-être à mi-chemin entre une Mini 5 portes et une Clubman, mais avec un petit look un peu plus aventurier et 100% électrique, c'est sa grosse distinction. Bon, ce qu'on a dévoilé, c'est évidemment ce qui va être vendu à l'international, la Aceman I et la Aceman SI. J'ai l'impression qu'on n'aura pas le modèle de base, là, assurément, parce que le battery pack est trop petit. À 42 kilowatts, c'est un véhicule qui aurait pas plus de 250 km d'autonomie chez nous. Je ne pense pas qu'on va amener ça ici. Dans mais la version... Oui, dans des bonnes conditions en plus, c'est ça. Non, c'est ça. Mais je te dirais que même la version SI, ben celle-là devrait faire autour de 320-330. Si je me fie aux normes WLTP qu'on annonce à 406, ben il faut faire un calcul mathématique, si bien qu'on va être à 320. Là, on va être autour de ça. Donc, ce sera pas extraordinaire comme autonomie, mais en même temps, dans ce genre de produit-là, moi, j'ai aucun problème avec ça parce que t'achètes pas ça pour faire de la longue distance, une Mini. C'est pas une voiture d'autoroute, c'est pas même dans les modèles les plus gros. Et pour vous situer, ce véhicule-là, ben, je le disais, est peut-être un peu plus petit que la précédente Clubman, mais ne se situe pas très loin de l'ancienne ou de la première Countryman. Là, évidemment, la Countryman a énormément grossi, c'est rendu un BMW X1. Mais la Countryman de première génération, qu'on trouvait grosse à l'époque, aujourd'hui, quand on la regarde, c'est vraiment pas si gros que ça. Et on est peut-être dans ce genre de format-là là, avec la Aceman. Mais tout électrique, avec un design qui lui est propre, donc ne partage aucun panneau de carrosserie avec une autre Mini. Et ça devrait... Bon, on va annoncer que ça va arriver sur le marché pour 2025 chez nous au Canada. Mais dans quelle déclinaison, à quel prix? Ça, on n'a pas de détails encore. Mais c'est un produit qui va être bien intéressant. Puis forcément que c'est appelé à devenir le produit Mini le plus populaire chez nous au Canada, d'après moi. Là. Ouais. Ça fait un petit bout de temps que c'est dans l'air, Antoine. On nous promettait une Tesla à 25 000 $ américains. On en est où, là? Bon, alors là, Tesla, évidemment, ces jours-ci, on doit rendre des comptes. On voit l'action chuter énormément. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et il y a quelques semaines, il y a une rumeur qui avait été lancée à l'effet que Tesla abandonnait
l'idée de lancer une Model 2, ou du moins ce qu'on appelle la Model 2, mais le vrai modèle d'entrée de gamme qu'on attend depuis longtemps. Et là, ben, ce qu'on a annoncé hier, c'est non seulement ce véhicule-là va être produit, mais on va le lancer plus vite que prévu. Oh. On va arriver avec un véhicule d'entrée de gamme qui va se vendre à compter de 25 000 US. Donc, attendez-vous à une facture de peut-être 35 000 Canadiens, tout dépendant des versions de ce qu'on proposera, mais ça va être plus accessible que la Model 3. On n'a aucune idée du format, de quel genre de produit il s'agira, mais ça risque d'arriver plus vite qu'on pensait. Et ça va faire du bien à Tesla, parce que évidemment que chaque unité qui va entrer va sortir aussitôt. Les véhicules électriques à ces prix-là, il n'y en a plus. Alors, si Tesla rend ou livre ce qu'on promet en ce moment, ça va être tout simplement extraordinaire. Bon, évidemment, il faut que la qualité soit au rendez-vous, mais actuellement, le véhicule électrique le moins cher, évidemment, avant subvention, c'est une Fiat 500 électrique à 39 995 avant les frais de transport. Donc, si Tesla lance un véhicule à 35 000 canadiens, par exemple, ou ne serait-ce qu'au prix d'une Fiat 500 électrique, ça va être une formule gagnante garantie, là. Oui, ça c'est clair. Hey, la Subaru Legacy disparaît. Une autre berline intermédiaire qui s'en va, c'est une après l'autre. Hein. C'est un segment qui fond comme neige au soleil. Bon, on a annoncé chez Subaru qu'on la conservait pour 2025, identique à 2024 en une version GT. On en a vendu 300 au Canada l'année passée, c'est rendu symbolique, là. Alors, c'est un produit qui avait été lancé en 1990. C'est le premier produit, je dirais, chez Subaru qui a permis de relever la barre d'un cran par rapport aux petits constructeurs de voitures japonaises très éclectiques, très bizarres qu'on commercialisait dans les années début des années 80. Alors, quand on est arrivé avec la Legacy, bon, là, on avait un produit pour rivaliser avec les grandes marques japonaises et avec les voitures américaines, mais le marché s'est complètement estompé. Et Subaru, de toute façon, a fait de son image une image d'une marque de véhicules plus aventuriers, là. Crosstrek, Forester, Outback, c'est ça qu'on vend. C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Et forcément, sur plus d'électrique, parce que c'est un peu ce qu'on a dit dans le communiqué. La Legacy disparaît, mais c'est pour faire plus de place à de l'électrification. Alors, on verra ce qui va découler de tout ça. Mais si on fait le bilan, actuellement, il reste sur le marché dans les intermédiaires au Canada la Chevrolet Malibu, qui, elle, va disparaître. La Honda Accord. Hyundai Sonata, sa carrière est annoncée comme terminée après 2025. Kia K5, ça vient de s'en aller. Ensuite, Nissan Altima, on sait que ça ne sera pas renouvelé. Il reste finalement la Camry, qui est évidemment le modèle le plus vendu dans ce segment-là, qui lui demeure, qui a été renouvelé. La Subaru Legacy, qui s'en va, et la Passat qui a déjà disparu. Donc, il y a beaucoup de monde qui s'en va. Et ce qui est assez spécial dans ce segment-là, c'est que autant personne en achète chez nous au Canada, autant aux États-Unis, c'est encore le créneau de voitures le plus populaire. Es-tu sérieux? Absolument. On vend plus de voitures intermédiaires aux États-Unis qu'on vend de compacts. On a vendu plus de Camry que de Corolla. On a vendu plus d'Accord que de Civic. Alors qu'ici, personne n'achète ça une Accord. Alors c'est vraiment un marché complètement différent. Juste pour vous donner une idée, en 2023, on vendait aux États-Unis 290 000 Toyota Camry. Et au Canada, où on était numéro 1 du segment, on vendait 8 500 voitures. Alors, c'est 2,8%. Le Canada a acheté 2,8% du marché nord-américain de la Camry. C'est symbolique. Alors, c'est complètement une culture différente. La berline intermédiaire au Canada est devenue inintéressante pour l'acheteur parce que on a beaucoup d'offres dans le monde des voitures de luxe. Alors, rendu à 45 000, est-ce qu'on va faire le saut vers une petite Audi A4, une petite BMW série 3, ou est-ce qu'on va tout simplement se laisser tenter par le vendeur qui veut nous vendre un RAV4, un CR-V, plutôt qu'une Accord, une Camry, sachant que la valeur résiduelle est meilleure, sachant que lui, c'est un produit qu'il a en stock, qui est plus facile à livrer, qui sait qu'il va être capable de le reprendre plus facilement en location dans 2-3 ans. C'est une roue qui tourne. Alors, il y a eu beaucoup de migration de la berline intermédiaire vers le VUS compact. Ça continue de se faire. Et il y a des gens qui vont tout simplement réaliser qu'aujourd'hui, une voiture compacte, c'est tellement rendu plus gros, plus luxueux,
que ça fait le travail d'une intermédiaire il y a 10 ans. Alors, regardez le format d'une Honda Civic aujourd'hui. On est plus gros d'une Honda Accord des années 2000. Là. Alors, tu sais, c'est un peu ça. Fait que, il y a bien des gens qui vont tout simplement dire, bon, mais si moi je veux rester dans une voiture, je vais choisir une compacte. De toute façon, les prix ont tellement monté et la voiture est tellement plus raffinée, plus confortable, que d'aller vers une intermédiaire, ça vaut plus la peine. Mais aux États-Unis, c'est un mœurs complètement différent. Pour la même raison qu'aux États-Unis, on continue d'acheter des pick-up pleine grandeur parce que ça fait partie des mœurs. Regarde, marquez qu'on en vend chez nous aussi, là, mais c'est une habitude, un F-150 aux États-Unis, de laquelle on ne dérogera pas, même si le litre d'essence monte à 3 $. Merci beaucoup, Antoine, pour la discussion. Salut. Plaisir. Bye bye.